Les 6 trésors perdus les plus recherchés au monde. Numéro 6. Le trésor caché des Templiers. Les Templiers ont été persécutés et anéantis pour des raisons plus économiques et politiques que religieuses, bien que la cause principale du processus était leur supposé comportement hérétique, étant accusés d'adorer un personnage mystérieux appelé Baphomet. Mais l'objectif de cette purge était sûrement la richesse et les reliques que les Templiers ont accumulées au cours de leur courte existence. Nous ne devons pas oublier que les Templiers, malgré le respect du vœu de pauvreté et d'austérité, sont devenus une puissante entité financière internationale. 50 Templiers avaient échappé à l'arrestation, et ils marchaient en direction du port de La Roelle avec une grande partie du trésor à cacher. Une fois divisés en 18 navires, les navires sont partis pour une destination inconnue. Aujourd'hui, nous connaissons le sort de tous les navires templiers, ainsi que certains événements menés par les Templiers en Écosse, au Portugal et ailleurs, mais nous ignorons l'endroit où ils se sont cachés. Ces richesses. L'essentiel de ce trésor était certainement les connaissances acquises au cours de ces voyages, ainsi que lors de ses nombreux contacts avec d'autres cultures et religions. Il y a aussi eu beaucoup de spéculations sur le fait qu'ils gardaient des reliques telles que la table de Salomon, l'arche de l'Alliance ou même le Saint Graal. Numéro 5. Le trésor de Lima. Selon une légende des premières années du 19e siècle, un capitaine écossais aurait enterré un trésor sur l'île inhabitée de l'Isla del Coco, dans le Pacifique ouest du Costa Rica, sur ordre des autorités coloniales espagnoles qui voulaient l'empêcher de tomber entre les mains des indépendantistes sud-américains. Apparemment, le soi-disant trésor de Lima était composé d'environ 30 tonnes d'or et de pierres précieuses, d'une statue grandeur nature de la Vierge, ainsi que d'un grand nombre d'ostensoirs et d'objets ecclésiastiques, en plus de 273 épées en or massif incrustées de pierres précieuses. Au moins 500 expéditions ont depuis voyagé sur cette île dans le cadre d'une recherche, qui jusqu'à présent n'a pas abouti. En 1590, le soldat espagnol Juan Valverde a reçu un grand cadeau de son beau-père, un chef indien, composé d'une douzaine de lingots d'or de 100 livres chacun et d'une valeur de plus de 2000 millions de pesetas actuels. Il l'a caché dans une grotte dans le massif du Liangantani en Équateur, en attente d'être emmené en Espagne. Sous la pression des autorités coloniales au courant du don, Valverde, avant de payer une rançon, a révélé l'emplacement de la grotte. Cependant, toutes ces références avaient disparu avec le changement naturel de la végétation de la jungle et le trésor n'a pas pu être trouvé. Depuis, un grand nombre d'aventuriers ont poursuivi leurs recherches sans succès, jusqu'à ce que le jeune Autrichien Tour de Caux trouve la grotte. Cependant, avant que le trésor ne puisse être emporté, il contracta une pneumonie mortelle et emporta son secret dans la tombe. Personne jusqu'à présent n'a réussi à redécouvrir ce trésor légendaire. Numéro 4. Trésor de Notre-Dame d'Atocha. Le galion Nuestra Señora de Atocha a été construit à La Havane en 1620 comme galion de garde. Il pesait 550 tonnes, 34 mètres de long, 10 mètres de large, 4 mètres de profondeur et 6 mètres de haut depuis le pont. Il avait 4 mâts avec des voiles carrées et un mât d'artimon avec une voile latine. 2 châteaux, un à l'avant et un à l'arrière où voyageait la noblesse. En plus de tout cela, il avait 30 canons en bronze. Le 4 septembre 1622, la flotte Tierra Firme revient en Espagne. Leur premier arrêt a été à Carthagène où ils ont chargé de l'or et des émeraudes pour continuer vers Cuba. Le galion Nuestra Señora de Atocha était chargé de toutes sortes de richesses. 125 lingots et disques d'or colombiens, 24 tonnes en lingots d'argent péruvien et mexicain, 180 pesos en pièces d'argent, 1200 livres d'objets en argent travaillé, 585 lingots de cuivre, perles vénézuéliennes et émeraudes colombiennes, 350 coffres indigo, en plus d'autres propriétés non déclarées de l'équipage et des passagers. Le 5 septembre, un fort ouragan a traversé le détroit des quais de Floride, et le 6 septembre, 8 navires de la flotte ont coulé en mer, parmi lesquels Nuestra Señora de Atocha. Ce n'est pas étonnant vu le poids qu'ils portaient.
À la fin des années 1960, l'instructeur de plongée californien Mel Fichet. Il a créé une société de sauvetage d'épaves, appelée Treasure Salvor, et a impliqué toute sa famille, ainsi qu'une poignée de plongeurs et d'investisseurs, dans l'aventure. C'est le propre fils de Fichet, Khan, qui a annoncé la nouvelle. La valeur de ce qui a été extrait jusqu'à présent est estimée à plus de 500 millions de dollars, dont 25% appartiennent à l'État de Floride, conformément à la législation de la dite entité. Le reste pour Fichet et ses investisseurs. Numéro 3. Le Doré. À l'est de Cusco et quelque part dans la jungle amazonienne, se trouve la ville mythique de Petiti, la cité d'El Dorado. Aujourd'hui encore au XXIe siècle, les ressources économiques et humaines sont investies dans la découverte de cette ville mythique. La revendication de devenir riche rapidement, a entraîné de nombreux ambitieux pendant 500 ans à la mort et la disparition dans l'obscurité de la jungle. Et la malédiction d'El Dorado. La légende d'El Dorado fait référence à un lieu situé en Amérique du Sud. Dans ce lieu mythique, il y avait une grande ville avec d'immenses richesses, telles que des maisons et des rues d'or. Cette légende a attiré les explorateurs et les conquérants européens, mais ils n'ont jamais trouvé El Dorado. Les historiens ont trouvé des preuves de l'intérêt et de l'importance que les couronnes d'Espagne, du Portugal, de France et d'Angleterre accordaient au XVIe siècle aux expéditions à la recherche d'El Dorado. De ce point de vue, vrai ou faux, la vérité est que le mythe d'El Dorado a aidé à financer des projets et des expéditions dans le Nouveau Monde. L'enrichissement facile était le grand objectif de nombreux aventuriers venus en Amérique désireux d'explorer le nouveau continent. Numéro 2. La pierre philosophale. Selon les idées dominantes au Moyen Âge, une substance fantastique à laquelle on attribuait le pouvoir de transformer les métaux non précieux en or et en argent, de guérir toutes les maladies, de restaurer la jeunesse. Les idées sur la pierre philosophale reposaient sur des observations pratiques de la transformation de certains objets en d'autres, ainsi que sur des conjectures de nature philosophique naturelle sur l'unité de la matière. Ses origines semblent être dans une ancienne théorie alchimique qui proposait d'analyser les éléments aristotéliciens, en fonction de leurs 4 qualités de base. Chaleur, froid, sécheresse et humidité. Le feu serait chaud et sec, la terre froide et sèche, l'eau froide et humide et l'air chaud et humide. De plus, la théorie propose que chaque métal est une combinaison des 4 principes. Il en découle le phénomène de transmutation, c'est-à-dire le changement de nature d'un élément en fonction du changement de ses qualités. La pierre philosophale, ou élixir de vie, était quelque chose de très recherché et convoité car elle était censée avoir de merveilleuses vertus, non seulement celle d'obtenir de l'or mais aussi celle de guérir certaines maladies et d'accorder l'immortalité. Numéro 1. Arche de l'Alliance. L'Arche d'Alliance est le coffre construit pour contenir les tablettes des 10 commandements, qui ont été donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, et que le peuple hébreu a transporté vers la terre promise. Salomon a construit un temple majestueux où l'Arche d'Alliance a été protégée pendant près de 4 siècles, mais elle a mystérieusement disparu il y a plus ou moins 2600 ans. Les archéologues ont inlassablement recherché cette relique mais aucun vestige n'en a été retrouvé. Dans les textes anciens, il est décrit que tous ceux qui l'ont touché sont morts instantanément, et si nous nous appuyons sur la science, nous trouvons une explication dans le fait que le coffre pourrait fonctionner comme un condensateur électrique grâce à ses plaques d'or internes et externes, en tant que surface conductrice séparée par un matériau diélectrique. Lors des différents transferts que subit l'arche, les prêtres n'osèrent pas la toucher, et ils utilisèrent des tiges de bois comme isolant, portant une chaîne en or qui peut être interprétée comme un moyen de dissiper l'énergie vers le sol.